Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast Hurler sans bruit. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui des personnages dans les romans. C'est parti! Qu'est-ce qu'un personnage? Mon professeur de français au collège m'a dit un jour qu'un personnage n'était en fait rien d'autre qu'un nom et des caractéristiques associées à ce nom. C'est pas tout à fait faux dans le fond, c'est bien sûr plus compliqué que ça, mais je crois que c'est assez bien résumé. Un personnage, à mon avis, c'est d'abord un moyen de raconter votre histoire, comme un prisme, une lunette par laquelle on regarde l'histoire se dérouler. Et bien entendu, on peut multiplier les prismes, donc multiplier les personnages et les points de vue à l'envi. Un personnage est donc un moyen d'identification pour le lecteur. Et bien sûr, on reviendra un peu plus tard sur cette notion-là dans ce podcast. Un personnage, c'est d'abord, donc, je l'ai dit, des caractéristiques à la fois physiques et psychologiques. Un personnage, c'est donc un être humain et sa nature romanesque ne doit pas faire de lui un sous-humain. Un personnage est un humain et il doit se comporter en tant que tel. C'est bien sûr tout l'enjeu de la conception, de la création, puis de la vie de vos personnages. On l'a dit, un personnage, c'est une identité. Qu'est-ce qu'une identité? Vaste question. Une identité, c'est bien sûr un physique, c'est un âge, c'est une voix, un visage, un regard, et une histoire qui a fait de votre personnage ce qu'il est aujourd'hui, un faisceau d'événements qui ont produit l'homme ou la femme qu'il est aujourd'hui. Des événements dont il a par ailleurs retiré des enseignements, des sagesses ou des folies. Une identité, c'est donc tout un tas de choix que le personnage a eu à faire dans son existence et une justification de ces choix-là, une justification qui peut se faire par le biais de valeurs. Votre personnage est-il égoïste? Est-il clanique? Est-il aventurier, courageux? Vous devez et vous devrez creuser ces éléments-là pour générer une crédibilité. On va revenir longuement tout à l'heure sur cette notion très importante de crédibilité. Et on va voir à quoi ça sert de créer des personnages crédibles. Un personnage, c'est aussi des sens, et ces sens-là vont servir à les rendre humains. Vos personnages ressentent le monde autour d'eux, tout comme vous, d'ailleurs, par le biais de leurs sens. Il y a des odeurs, il y a des sensations sur la peau, des bruits, des goûts. N'oubliez jamais de passer par les sens pour décrire ce que va ressentir votre personnage. C'est un peu un conseil de base, c'est vrai. Mais lorsque vous êtes ou lorsque vous serez dans une impasse descriptive, lorsque vous ne savez plus comment donner vie, donner corps à votre personnage, revenez peut-être à ça, c'est trivial mais indispensable. Décrivez les sensations de votre personnage. Un personnage vivant, c'est un personnage qui ressent le monde autour de lui. Une identité, c'est aussi un langage, et moi je me désole souvent de voir à quel point cette dimension est très souvent négligée par les écrivains qui pensent un peu que tout le monde s'exprime de la même manière. Creusez cette dimension-là également, votre personnage va être amené à parler, à discuter, à participer à des dialogues. Son identité va donc aussi s'exprimer durant le dialogue. Ça peut se faire par exemple dans le choix des mots, dans les intonations, peu importe. Le langage, ça reste bien souvent le reflet d'une personnalité et vous devez presque créer un univers sémantique pour vos personnages principaux, en tout cas pour ceux qui seront amenés à souvent dialoguer. Votre travail d'écrivain, c'est donc aussi d'investiguer le langage de vos personnages, sans caricature, autant que faire se peut. Et le Graal, je dirais, c'est lorsqu'on peut identifier qu'un personnage s'exprime sans même que vous ayez à le préciser, tout simplement parce que vous aurez su lui donner une voix et que cette voix sera reconnaissable entre toutes. Un personnage, c'est aussi un physique, la description physique est nécessaire. Elle n'est pas indispensable. Décrivez votre personnage si vous en ressentez le besoin personnellement et si vous pensez aussi que le physique de votre personnage communique d'autres éléments qu'une simple description vestimentaire par exemple. N'oubliez pas qu'une description physique peut également décrire un passé, une propension à se comporter de telle ou telle manière. Ça peut communiquer des valeurs par exemple. En tout cas, une description va positionner votre personnage dans votre récit.
Ici on parle notamment des littératures de l'imaginaire, alors oui, moi je crois qu'on peut dire que la description physique sera d'autant moins neutre que vos personnages vont se servir de leur physique pour agir et qu'ils vont probablement penser et agir en fonction de lui. Si vous écrivez du roman contemporain, de la littérature blanche, peut-être est-ce moins utile de décrire un physique ou des vêtements, sauf, encore une fois, si votre physique ou si un style vestimentaire communique davantage que le simple choix d'un manteau ou d'un pantalon. N'oubliez pas, et moi je pense que c'est une erreur très courante chez les jeunes écrivains, n'oubliez pas de laisser une certaine liberté à vos lecteurs. Et oui, vous allez poser le curseur là où vous le souhaitez, à vous bien sûr de définir le degré de liberté, mais votre lecteur va faire une partie du travail de description dans son esprit, que vous le vouliez ou non. Le lecteur va probablement lire un autre roman que celui que vous avez écrit. Et vous devez accepter ça, accepter le fait que chacun aura sa propre description de vos personnages. Même si vous faites 10 pages de description physique pour votre personnage, on a tous une concordance, des répertoires différentes. Et il est donc absolument normal que vos lecteurs fassent une partie du travail. Laissez-les parfois libres d'imaginer ce qu'ils veulent imaginer. De toute façon, vous ne pourrez pas les en empêcher. S'inspirer de personnes réelles peut vous aider à créer vos personnages. Pour ma part, ça fait des années que je conçois des personnages pour mes romans et je vous avoue que jamais je ne me suis consciemment inspiré d'une personne réelle pour concevoir mes personnages de romans. J'ai jamais eu besoin de ça. Et je crois que d'une certaine manière, j'ai jamais été très à l'aise avec cette technique, avec cette méthode, et qu'au contraire, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre que de m'inspirer de membres de ma famille ou de personnes dans mon entourage pour créer des personnages crédibles. Et j'espère en tout cas avoir su créer des personnages crédibles autrement, juste par le biais de mon imagination. Même si certains pourront me dire qu'inconsciemment j'ai été inspiré par des personnes réelles. En tout cas, ça peut être un point de départ pour vous si vous ne parvenez pas à concevoir, à créer des personnages crédibles. Peut-être en effet devriez-vous regarder, mieux observer autour de vous et extraire auprès des personnes de votre entourage certains traits. Ça peut être physique, ça peut aussi être dans les mimiques, et mine de rien, je trouve qu'il est somme toute assez complexe de créer des mimiques crédibles aux personnages. Souvent ça sonne faux, c'est assez caricatural et artificiel, c'est même parfois grotesque je trouve, et peut-être il peut être intéressant de s'inspirer de personnes réelles pour déceler des mimiques très discrètes mais qui permettent de s'identifier au personnage. À quoi sert chacun de vos personnages ? Vous devez vous poser cette question lorsque vous décidez de créer un personnage, ou même si un personnage apparaît en cours de route alors qu'il n'était pas prévu. Vous devez donner un but et une utilité à chacun de vos personnages. Demandez-vous si votre personnage n'était pas là, le récit perdrait-il quelque chose d'essentiel ? En fait, vos personnages doivent avoir une essence, c'est-à-dire un but avant même d'exister, au contraire de l'humain, dirait Sartre, qui considérait que l'existence précédait l'essence, et que le sens de la vie, le but de notre existence, devait se trouver après être né. Là, avec vos personnages, c'est un petit peu l'inverse. Vous ne devez pas, du moins c'est mon avis, vous ne devez pas créer vos personnages et ensuite seulement leur découvrir un but et un objectif. Ça devrait fonctionner à l'inverse. C'est-à-dire que vous devriez avoir un destin en tête, un élément, une mission, et qu'ensuite seulement vous allez attribuer ce destin à un personnage que vous allez créer uniquement dans le but de le réaliser. Si je peux m'exprimer ainsi, vos personnages ont donc une essence avant d'avoir une existence. Les personnages que vous allez mettre en scène doivent également avoir une influence les uns sur les autres ou une influence sur le récit lui-même. Le personnage principal doit faire avancer le récit ou le faire reculer, le construire. Mais votre personnage doit aussi avoir une influence sur les autres personnages et parfois le seul but d'un personnage, leur seule essence sera d'influencer un autre personnage. Vous devez vous demander à chaque fois: que fait avancer mon personnage ? Que fait-il reculer ? À quoi va-t-il servir ? Quelle profondeur va-t-il apporter au récit ? S'il n'a pas de but, alors supprimez-le.
parce que s'il n'a pas de but, son destin n'aura du coup aucun enjeu pour votre récit et donc pour vos lecteurs. C'est son impact dans le récit qui va rendre son destin intéressant pour vos lecteurs. Vos personnages doivent se rencontrer. Et oui, ça peut sembler un conseil futile, mais bien souvent les auteurs amateurs, les écrivains en herbe, vont chercher à créer plusieurs intrigues différentes, parallèles, avec des personnages qui vont se rencontrer très tard dans le récit, presque à la fin, parfois au milieu, et les destins vont mettre du temps, vont tarder à se croiser. Or, c'est bien le croisement des personnages qui va vraiment les rendre fascinants. C'est la rencontre entre deux personnages qui sont à la fois creusés, crédibles, intelligemment conçus et auxquels le lecteur est attaché. C'est cette rencontre-là qui va vraiment créer des étincelles et le lecteur se réjouit de voir deux personnages riches se rencontrer, interagir, dialoguer, s'aimer ou bien sûr se détester. Vous ne devez pas laisser vos personnages principaux chacun dans son coin, rapprochez-les, brassez leurs univers, mélangez tout ça. Vos personnages servent aussi à donner de l'importance à d'autres personnages, c'est ce qu'on appelle la réputation. C'est exactement comme dans la vraie vie. Lorsque vous avez tout un tas de préjugés sur une personne, bien souvent l'ensemble des malentendus que vous aurez par exemple d'un voisin, vous allez donc pouvoir, et là on parle d'une technique qui n'est pas très complexe à mettre en place, vous allez pouvoir créer une réputation pour certains de vos personnages par le biais d'autres personnages. Cette réputation donnera de la consistance à un personnage. En somme, vous allez préparer le terrain, vous allez donner une certaine importance à un personnage, une aura, et c'est une manière de créer une attente chez le lecteur. Le lecteur aura envie de rencontrer ce personnage pour se faire sa propre idée. Alors parfois vous allez confirmer cette réputation, ou parfois le lecteur va comprendre que cette réputation est fausse, qu'elle est par exemple exagérée. Et vous allez également permettre au lecteur de comprendre d'où vient cette réputation, quelles en sont les raisons profondes, et vous allez mettre le lecteur dans une situation où il en saura plus sur un personnage que les autres personnages du roman. Ça va créer une asymétrie d'informations très intéressante pour l'intrigue et pour garder l'attention dans le récit. Nous y reviendrons dans un épisode dédié à ce sujet-là, au sujet de l'attention dans un récit. Il y a un auteur très très important pour moi, un écrivain d'heroic fantasy. J'ai grandi avec les littératures de l'imaginaire depuis mes 11 ans. Et c'est un écrivain, alors aujourd'hui malheureusement décédé, qui maîtrisait cette technique à la perfection. C'était réalisé vraiment avec brio, avec maestria. Et en quelques mots, dans un petit dialogue ou un petit paragraphe, il était capable de donner une réputation incroyable à un personnage que le lecteur n'avait pas encore rencontré finalement. Cet auteur, c'est David Gemmell. C'est une technique qu'il utilisait tout le temps, au début de ses romans notamment. Et ça permettait vraiment de créer une attente presque insoutenable pour le lecteur dès le début. En fait, par le biais d'autres personnages, il allait forger une réputation très nette à un autre personnage qui, lui, allait apparaître après quelques chapitres. Et le talent, le génie de David Gemmell, c'était déjà il le faisait très subtilement, de manière très réaliste. On comprenait vraiment comment naissaient les mythes, les malentendus, et comment les légendes gonflaient, prenaient de l'ampleur avec le temps, avec les ignorances des uns et des autres, et avec le besoin constant qu'ont les gens de générer de grandes et belles histoires, ou au contraire, des récits très sombres, des légendes un peu sanglantes, comme une manière de travestir le réel. Et Gemmell savait créer cette attente, et ensuite le lecteur rencontrait le personnage en question. Et là, il y avait, je dirais, deux scénarios possibles. Soit la réputation était vraie, ou en partie vraie. Et Gemmell nous expliquait comment la réalité avait été travestie à la marge. Et du coup, le lecteur était super content d'enfin faire la connaissance de ce personnage. Et en fait, le lecteur se réjouit de le suivre dans ses aventures, parce que d'une certaine manière, il veut éprouver cette réputation. Il veut la voir à l'œuvre, voir à quoi ça ressemble en vrai. Il est un peu excité d'être le témoin de cette réputation-là. Deuxième scénario possible, la réputation se révèle fausse. Et là, le lecteur doit comprendre ce qui a déformé le réel aussi drastiquement.
Et le lecteur a envie de comprendre pourquoi il y a eu tant de malentendus et de comprendre la genèse de tout ça. Et Gemmell savait parfaitement créer cette attente. Je vous invite bien évidemment à lire du Gemmell parce que derrière une écriture très très simple, il savait vraiment raconter des histoires captivantes et plus que tout, il savait créer des personnages réalistes, inspirants, d'une richesse vraiment flamboyante. Gemmell c'était d'abord un grand créateur de personnages. Il en a créé des centaines dans sa carrière d'écrivain et tous sont mémorables. Vous devez également donc faire en sorte que vos personnages se rencontrent et vous devez créer de la tension entre vos personnages, que les personnages se soient déjà rencontrés ou pas. Ça va ajouter du piment à votre récit, ça va ajouter bien sûr du suspense et de l'intérêt. Je vais ici vous proposer 5 idées pour inclure de la tension entre vos personnages. Idée numéro 1, de la compétition. Vos personnages vont se mesurer les uns aux autres. Il y aura une rivalité fraternelle ou ça peut être une rivalité amoureuse. Idée numéro 2, la hiérarchie. Certains de vos personnages sont dans une position plus élevée que d'autres. Il y en a qui sont en bas, qui peuvent se sentir frustrés, qui vont contredire ceux qui sont plutôt en haut, qui eux pour le coup peuvent être stressés ou ne pas du tout apprécier leur rôle, leur mission ou au contraire en abuser. Idée numéro 3, le danger. Vos personnages se trouvent en présence d'autres personnages qui leur veulent du mal. Et volontairement ou non, ils sont en leur compagnie et ça représente un risque. Ça peut être un risque de trahison, un risque de meurtre, etc. Idée numéro 4, les disputes. Des personnages qui s'entendaient très bien se sont fâchés. Et si le lecteur, par hasard, était attaché à chacun d'eux, il va aussi souffrir de cette dispute et il va attendre la réconciliation ou éventuellement l'explosion. Et idée numéro 5, les non-dits. Vos personnages savent des choses les uns sur les autres, mais rien n'est vraiment officiel. Il y a comme une ambiance de soupçon entre eux et là les répliques dans les dialogues peuvent très facilement se montrer ambiguës. Évitez le personnage parfait. Le personnage parfait sera très très vite ennuyeux. Il sera vraiment difficile pour vos lecteurs de s'y identifier. Cherchez plutôt parmi vos proches et décelez chez eux ce que vous considérez comme des défauts, puis essayez éventuellement de coller ces défauts aux personnages de vos romans. Un personnage il peut être bourré de qualités, il pourrait être, immaculé, mais vous devez lui trouver des travers, des angoisses, des déchirures. On a tous une part d'ombre et de lumière, comme on dit, et vous devez éviter vraiment de faire de vos héros ou de votre héros un être invincible, à la bonté immense. Évitez également le méchant sanguinaire, si possible, qui tue tout sur son passage par amour de l'hémoglobine et de la cruauté gratuite. Lorsque vous aurez réussi à éviter le manichéisme dans vos personnages, vous aurez alors atteint, je crois, un certain degré de maturité dans votre écriture. Alors là, on est en train de parler avant tout de psychologie des personnages. Vous devez trouver une motivation pour chaque acte et chaque décision que prendra votre personnage. C'est le meilleur moyen d'éviter justement le manichéisme. Si l'un de vos personnages nourrit de la haine, vous devez trouver les motivations qui vont permettre au lecteur d'identifier la genèse de cette haine. Ça va rendre votre personnage humain. Le lecteur doit comprendre pourquoi le méchant agit ainsi. Et surtout, n'oubliez pas que le mal et le bien font référence à la morale et que la morale est très rarement absolue. Elle est plutôt relative à une situation, à un point de vue. Ce qui vous semble personnellement mauvais est très probablement considéré comme bien par autrui. Vos méchants, si je peux m'exprimer ainsi, doivent eux aussi être humains, ils doivent être sensibles. Ça va leur donner de la crédibilité et de la profondeur. Un personnage un peu trop parfait ou trop manichéen, il sera froid, il sera distant parce que personne ne pourra vraiment s'identifier à lui. En parlant d'identification, on va parler des ressorts de l'identification et là je remercie le site enviedécrire.com. Ils ont fait une fiche
qui s'appelle Comment faire vivre un personnage de roman, et c'est Laure Péché, agent littéraire, qui écrit, je cite, plus une situation est émotionnellement forte, plus un personnage éprouve quelque chose de violent, mieux il existe aux yeux du spectateur comme à ceux du lecteur. À l'inverse, un personnage lisse, dont la souffrance n'est pas visible, qui ne vit aucun drame particulier, aura plus de mal à exister. Il lui faudra alors une personnalité fouillée, complexe, ambiguë, contradictoire, fruit du seul talent de son créateur. Fin de citation. La notion d'identification est vraiment primordiale. Dans un roman, vos personnages sont des humains, vous devez donc les faire agir en tant que tels. Et s'ils ressentent des émotions, s'ils s'exposent à des situations difficiles ou éprouvantes, vous devez, et c'est votre devoir d'écrivain, vous devez plonger le lecteur dans cette situation-là. Et c'est là que réside peut-être une partie du talent de l'écrivain, et je dirais qu'on est là dans toutes les règles implicites de l'écriture. Comment rendre votre scène émotionnellement intense? Est-ce que c'est le style, le vocabulaire, la nature des descriptions? C'est sûrement un peu de tout ça, et sûrement de plein d'autres éléments encore, qui permettent au lecteur de ne pas lire uniquement, mais de vivre ce qu'éprouvent vos personnages. À vous de créer cette magie, à vous d'écrire pour que vos lecteurs cessent de vous lire finalement, et commencent à éprouver ce qu'éprouvent vos personnages. Un personnage, c'est un vecteur d'émotion, c'est un vecteur d'empathie et un vecteur de sensibilité. Ils permettent donc, bien entendu, à votre histoire d'avancer, d'exister, mais ils permettent également à votre lecteur de ressentir des choses, de plonger tout entier dans votre univers. Ils sont les portes d'entrée sur votre univers et sur votre histoire. Le personnage, sa construction ne doit donc pas être négligée. On va évoquer ici la notion d'évolution pour vos personnages. On ne dessine pas la personnalité d'un personnage au fur et à mesure qu'on invente l'histoire. C'est le meilleur moyen, croyez-moi, de présenter des incohérences à un moment ou à un autre et de mal faire évoluer votre personnage. Vous allez vous retrouver en agissant ainsi avec un personnage hors de contrôle, peu crédible, et qui va échapper au destin qui doit être le sien selon votre récit. Vous devez au contraire prévoir son évolution. Et cette évolution, elle va se faire au fil des expériences qu'il va vivre, des rencontres qu'il va faire, des choix qu'il va devoir opérer. Vous devez donc prévoir de quelle manière va évoluer votre personnage en fonction de l'évolution de votre récit. Le lecteur doit pouvoir comprendre de quelle manière le personnage a évolué entre le début et la fin du roman. On doit pouvoir saisir un delta, un écart entre l'avant du récit et l'après du récit. Sinon, le lecteur aura l'impression que votre histoire, l'histoire que vous lui avez racontée, n'aura finalement servi à rien du tout dans la trajectoire de l'existence de votre personnage, et que les événements dont le lecteur vient d'être le témoin en vous lisant n'auront eu aucun effet sur lui. Il va y avoir une déception chez le lecteur. Le lecteur pourra se demander à quoi aura servi cette histoire et pourquoi on vient en fait de lui raconter tout ça. N'hésitez pas à faire passer à vos personnages comme des rites initiatiques. Alors l'expression n'est clairement pas la bonne, je m'en excuse. Ce que je veux dire par là, c'est que vos personnages doivent rencontrer des situations qui vont les faire changer et qui vont les faire évoluer. La rencontre avec un autre personnage, l'accomplissement d'une quête, un échec, un succès. Et ces rites-là vont devoir déclencher quelque chose en eux. Et ce petit quelque chose constitue une évolution. Ils voient les choses d'une manière différente, ils deviennent ou optimistes ou pessimistes, ils commencent à se désespérer d'une cause à laquelle ils croyaient, ou au contraire, ils se mettent à espérer face à une cause dénuée d'espoir. Vous voyez avec ces quelques exemples à quel point l'évolution de votre personnage est mécaniquement liée à l'évolution de votre histoire, de l'histoire que vous souhaitez raconter. Ne laissez donc pas l'opportunité à votre lecteur de croire que tout cela n'aura au final servi à rien. Vous devez prévoir l'évolution de vos personnages principaux au fil du déroulement, du déploiement de votre récit. Il y a une technique intéressante pour ça, c'est le flashback.
Attention de ne pas en abuser parce que d'une certaine manière ça fait sortir votre lecteur de votre univers à l'espace de quelques pages ou de quelques paragraphes. Ça brise la linéarité de votre roman, ce qui est une très bonne chose pour éviter que s'installe une certaine routine. Mais le flashback vous permet de rapidement dévoiler justement les écarts entre le passé et le présent et de mettre en lumière bien souvent l'évolution d'un personnage. Le flashback vous permet en réalité beaucoup de choses, hein. C'est une technique de narration qui est vraiment très puissante, très intéressante. Et elle permet vraiment de donner de la profondeur à une situation présente. Elle vous permet de revenir sur la genèse des événements, aux racines des choses. Et vous pouvez écrire un flashback qui va justement prouver, démontrer, dévoiler une évolution. Attention de ne pas abuser du flashback et de manier cette technique-là avec précaution. Parce que le risque, c'est que tout ça fasse très très artificiel et au final commence à desservir votre histoire. Le flashback doit être maîtrisé, il doit être assez subtil, intelligemment construit et ne pas juste servir de présentoir un peu vulgaire et juste servir de transmission d'informations ou de canal de transmission d'informations que vous ne savez pas comment transmettre d'une autre manière. Démontrer l'évolution de votre personnage va se faire également par le biais des dialogues durant lesquels, par exemple, d'autres personnages vont mettre en lumière par un questionnement le delta dont nous parlions tout à l'heure, le changement d'opinion ou de comportement de votre personnage principal par exemple. Il existe bien évidemment autant de profils d'auteurs qu'il existe d'auteurs, mais je crois qu'on peut faire en tout cas deux grandes catégories. D'un côté, je dirais ceux qui vont beaucoup planifier, ceux qui vont faire un très gros travail de documentation et d'organisation avant de s'en lancer dans l'écriture et qui se laissent peu ou moins influencer par leur pulsion finalement, par leurs envies, ou en tout cas, s'ils se laissent dévier et lorsqu'ils se laissent dévier de leur plan, vont réorganiser ce chaos nouveau et je dirais qu'ils vont d'une certaine manière digérer l'imprévu dans leur plan et réorganiser tout ça. Cette manière de fonctionner est clairement et sans aucun doute une garantie de cohérence pour votre récit, une garantie de vision peut-être même, de la vision que vous pouvez avoir de l'histoire que vous souhaitez raconter. Et j'ai personnellement la conviction que même les auteurs qui planifient, qui prévoient et qui écrivent des synopsis en béton vont se laisser aller parfois par l'inspiration du moment, par une envie d'écrire telle ou telle scène ou par l'envie justement d'introduire un personnage nouveau qui vient apporter une dynamique intéressante dans un chapitre. De l'autre côté, il y a ceux qui vont se lancer avec une simple idée, quelques personnages en tête éventuellement, un début de trame bien sûr, un univers, et qui vont se laisser influencer, surtout au début, et voir où tout ça va les mener. Ils vont se laisser happer par une intrigue qui va se dessiner au fil du temps. Ils vont aussi se laisser happer par des personnages, par des pulsions, ou alors ils vont se laisser guider peut-être par leur style, par leur simple envie d'écrire, et c'est vraiment rédiger qu'ils aiment, moins que créer des histoires, inventer des histoires. On peut notamment penser à Philippe Djian, qui dans plusieurs interviews et depuis maintenant plusieurs années matraque ce discours aux médias. Dans les conférences auxquelles il est invité, il explique que pour lui, écrire c'est d'abord le style, et qu'il écrit une phrase après l'autre, il se laisse totalement aller, sans plan, sans trame, sans fil conducteur, je dirais mu par l'écriture, et avant d'être mu par l'histoire. Si vous avez déjà lu du Philippe Djian, ce que je ne peux que vous conseiller de faire, vous verrez très vite que son style est vraiment particulier. Il y a, c'est vrai, comme une petite musique, en fait, une mélodie qui commence, qui s'active quand vous commencez à lire du Djian, et on ressent très bien qu'il y a une vraie recherche de style derrière chaque mot, derrière chaque phrase. Un vrai travail, en tout cas, pour maintenir cette musique tout au long de l'histoire. Et l'histoire n'est finalement jamais plus qu'une assise pour son écriture et pour son style. Une chose est sûre, c'est que certains personnages, s'ils sont planifiés, s'ils ont un rôle parfaitement défini, d'autres vont s'imposer à vous durant l'écriture. Sans prévenir, vous aurez envie tout d'un coup d'introduire un personnage pour délivrer un message. Il pourra éventuellement avoir un rôle sur du long terme et vous devrez ainsi essayer de l'intégrer dans votre récit, ou alors il sera juste là pour une scène, quelques chapitres, avant de disparaître, et il aura un but très précis dans un moment déterminé. Mais sachez que, et c'est inévitable, des personnages vont fleurir dans votre esprit durant la rédaction et que ces personnages vont commencer un peu à crier dans votre tête. Ils vont vouloir exister dans votre roman. À vous de leur faire une place ou pas.
À vous de céder ou pas à cette tentation. Je n'ai pas de conseils particuliers à donner à ce niveau-là, si ce n'est que très souvent, ces personnages qui vont fleurir instantanément, je pense qu'ils vont échapper à votre contrôle et souvent introduire du chaos dans votre récit, dans son déroulement un peu linéaire et cohérent. Ils viennent perturber un ordre que vous aurez établi. Et ça peut être assez dangereux, croyez-moi, pour votre productivité et pour le déroulement de l'histoire que vous souhaitez raconter. Ça va être dangereux de les laisser exister. Savoir digérer un personnage un peu pulsionnel et imprévu, c'est une compétence que personnellement je n'ai pas du tout. Trop souvent, ce genre de personnages viennent, bon allez je vais le dire, ils viennent foutre le bordel quoi, ils viennent... bon, il y avait un semblant d'ordre et boum, ils viennent tout casser, ils viennent questionner l'intrigue, ils viennent questionner l'existence même du roman que je suis en train d'écrire. Donc avant d'introduire un personnage de ce genre-là dans votre intrigue, avant de céder à la pulsion, évaluez peut-être de quelle manière il va bouleverser votre structure et comment vous pourrez l'introduire sans trop de dégâts. Et si vraiment c'est un personnage que vous souhaitez mettre en scène, mais qui n'a pas vraiment sa place dans ce roman-là, prenez-le à part, fabriquez-lui sa propre nouvelle, son propre univers, et commencez un nouveau récit avec ce personnage-là. Ça aura comme conséquence, je dirais, d'assouvir votre envie de le mettre en scène, sans pour autant mettre en péril la structure de votre histoire, et croyez-moi que ça arrive souvent. J'évoquais tout à l'heure la perte de contrôle que l'on peut ressentir avec l'introduction d'un nouveau personnage. Je pense que les écrivains un peu plus rompus ne me contrediront pas si je dis que parfois, et trop souvent, les personnages vont surprendre l'auteur. Certains vont se révéler d'un ennui angoissant, alors que d'autres vont se révéler super intéressants dans leur développement, dans leur réplique, dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire avancer aussi votre récit, alors que vous ne l'aviez pas du tout prévu. À vous de voir, à vous d'évaluer comment vous souhaitez réagir face à ces personnages qui commencent à avoir leur vie propre et qui, soudain, se mettent à sortir un peu de votre contrôle. Certains vont se laisser aller, vont se laisser promener, vont suivre les personnages, sans forcément penser aux conséquences que cela peut avoir sur la structure prévue ou sur la structure initiale du récit. D'autres, et c'est tout aussi légitime, vont essayer de brider leurs personnages et vont constamment essayer de les garder sous leur contrôle pour ne pas mettre en péril le récit ou la construction d'un chapitre. Personnellement, j'aime suivre mes personnages, j'aime lorsqu'ils s'approprient leur propre histoire et qu'ils essaient un peu de fuir mon contrôle, d'avoir leur propre personnalité, mais, je me suis vraiment très souvent retrouvé devant un mur, devant des paradoxes, parce que là où le personnage a voulu aller, je n'avais rien écrit, je n'avais rien prévu. Et je n'ai pas su avoir la souplesse scénaristique nécessaire pour les laisser évoluer dans leur propre espace. Donc perdre le contrôle de vos personnages est dangereux pour la cohérence de votre récit, croyez-moi. Et peut-être si vous êtes planificateur, peut-être que certains personnages vont être dangereux pour votre plan. À vous de juger et à vous de museler ou pas vos personnages. Une manière utile et efficace pour éviter la perte de contrôle que je mentionnais tout à l'heure, c'est la technique de la fiche personnage. La fiche personnage devra bien sûr comprendre les caractéristiques de votre personnage pour vous éviter des incohérences, notamment dans vos descriptions, et la fiche personnage, c'est un peu le chemin que votre personnage devra suivre tout au long du déroulement du récit. À vous ensuite d'écrire et de mettre en œuvre ce chemin, mais la fiche vous sert de garantie de cohérence et vous sert également à, d'une certaine manière, planifier, on va dire, prévoir les évolutions de votre personnage au fil des chapitres, à mesure que les péripéties arrivent, que les événements se déroulent autour de lui. À vous donc de créer une fiche personnage pour chacun des personnages importants et pour ceux qui vont les accompagner. Je ne vais pas ici vous décrire le contenu d'une fiche personnage. Je vous laisse vous renseigner directement à l'aide de votre ami Google. Vous trouverez des dizaines d'exemples de fiches. À vous d'en faire une agrégation qui vous plaît, qui vous convient et vous permet de concevoir vos personnages efficacement. Vous pouvez également, et je remercie devenir-écrivain.com pour le conseil, vous pouvez également sur vos fiches indiquer le détail, le petit truc qui rendra votre personnage singulier et inédit. C'est bien que ce soit explicitement écrit sur une fiche, ce qui rend tel ou tel personnage singulier et inédit, mais encore une fois, je vous laisse créer la fiche personnage qui vous convient et qui convient
à votre manière de considérer tout cela. Je crois que dans la description des personnages, le diable se cache vraiment dans les détails. Les détails vont faire le sel de votre intrigue et le sel de vos personnages. C'est le détail, même s'il vous semble peut-être futile, mais c'est le détail qui va faire de votre personnage un être humain auquel on s'identifie. C'est vraiment ça qui va le rendre à la fois réaliste, donc crédible, et attachant. Et je pense que ces deux adjectifs, réaliste et attachant, constituent de véritables défis dans la conception des personnages. Si votre personnage est réaliste et attachant, même si c'est un sombre salopard, on est d'accord, mais s'il est réaliste et attachant, alors votre personnage est réussi. Vos personnages, et c'est là aussi l'intérêt de la fiche personnage, je crois, doivent être cohérents. Et même s'ils ont des incohérences, ils doivent être cohérents dans leurs incohérences. La cohérence dans leur attitude et dans leur évolution sera vraiment garante de l'immersion de vos lecteurs dans votre récit. Un personnage dont l'attitude est incohérente pour vos lecteurs les fera vraiment sortir de votre récit. Si vous souhaitez que votre lectorat soit totalement immergé dans votre univers, plongé dans votre univers, alors la cohérence, donc la crédibilité de vos personnages est la clé. Et la fiche personnage permet cette cohérence-là. On peut donc faire le raccourci suivant, peut-être que je me trompe, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. La fiche personnage est aussi un moyen d'immerger vos lecteurs dans votre univers. Dans le fond, à quoi tout ce que je viens de vous raconter va servir en fait? À quoi ça sert de créer des personnages crédibles et des personnages attachants? C'est tout simple en réalité. Si votre personnage n'est ni crédible, ni attachant, alors le lecteur s'en fiche de ce qui va lui arriver. La mort, le danger, le bonheur, le malheur, le désespoir, la joie, il s'en fiche. Et s'il s'en fiche, c'est qu'il n'a pas de lien émotionnel avec le personnage. Si le personnage au contraire est attachant, le lecteur va se sentir impliqué par son sort, par son destin. Il sera donc immergé dans votre récit grâce au personnage. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas fait correctement votre travail. On vient de mentionner pendant de longues minutes maintenant le personnage. Sachez que dans les années 50, dans les années 60, il y a eu un mouvement littéraire remettant en cause la figure du personnage et la figure même de l'intrigue. Donc un mouvement littéraire qui s'appelle le nouveau roman, qui va remettre en cause l'intrigue et le personnage, qui sont des figures quand même marmoréennes du roman classique du 19e siècle. Et donc, ils vont essayer de révolutionner le roman, sinon de proposer autre chose, au moins de questionner le roman tel qu'il avait toujours été. Quelques figures du nouveau roman, vous avez sûrement déjà entendu parler de Rob Grillet, bien évidemment, de Nathalie Sarraute ou même de Beckett, Mauriac et Marguerite Duras, même si je crois que Duras n'a pas vraiment cru au mouvement. Elle a fait du nouveau roman parfois sans avoir conscience que c'était du nouveau roman, ou en tout cas elle ne s'en est jamais vraiment revendiquée. Bref, sachez qu'on peut imaginer un roman sans personnage, sans intrigue, c'est possible, ça existe, et le personnage n'est plus un élément structurant du roman, en tout cas si on en croit les théories conceptuelles du nouveau roman. J'adore personnellement les littératures de l'imaginaire depuis mes 11 ans, et c'est clair qu'en tant qu'héritier de ces univers-là, qui sont structurés entièrement par les personnages, ça me semble un peu fou, et je serais personnellement totalement incapable d'écrire un roman sans le structurer par les personnages qui sont pour moi comme les acteurs d'un film. Alors on peut imaginer un film sans acteurs, et je suis persuadé que ça nécessite vraiment du talent pour mettre en scène une histoire sans personnages. Bref, le nouveau roman questionne tout cela, il questionne la figure même du roman, et c'est en cela que le nouveau roman est intéressant. Il propose une nouvelle méthode de construction narrative qui n'est pas inintéressante. Je conseille quand même aux éventuels néophytes qui m'écoutent de commencer par le personnage, de le mettre et de le laisser au centre de votre construction. Je pense que suivre un personnage ou suivre des personnages, de suivre leur histoire, de suivre leur destin, reste la manière la plus classique certes, mais aussi la plus simple pour commencer
à écrire. On voit ainsi que le roman classique, appelons-le ainsi, disons le roman qui n'est pas le nouveau roman, est donc construit autour de la figure du personnage, sur le concept des personnages que l'on suit et dont on éprouve le destin, qu'on soit à la première ou à la troisième personne dans le mode de narration, peu importe. Le roman marche sur les jambes de ces personnages. Le personnage reste une dimension extrêmement importante de la construction romanesque. C'est pourquoi le personnage doit être travaillé, réfléchi, pensé, donc à la fois le but de son existence dans le récit et à la fois ce qui le rend intrinsèquement intéressant pour vos lecteurs. Vos personnages doivent, dans la mesure du possible, résonner dans vos lecteurs, trouver un écho en eux. C'est un travail. Créer un personnage est une compétence de l'écrivain, il doit y passer du temps, il doit y consacrer une certaine énergie. Tous les personnages ne doivent pas faire l'objet d'innombrables heures de réflexion et d'imagination, et à vous d'identifier rapidement les personnages qui seront primordiaux pour l'histoire que vous souhaitez raconter à votre lectorat. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode sera consacré aux techniques pour créer de la tension dans votre récit. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, ciao!